Elle est l'une de vos romancières préférées. C'est un rituel. Chaque début du mois de septembre, on attend le dernier Nos tombes. Bonjour Amélie. Bonjour. J'ai dit tout à l'heure Nos tombes. Je sais qu'il faut prononcer Nos tombes. On est d'accord? On est d'accord. Parfait. Il s'intitule, ce livre, c'est une réussite. C'est un bon cru. Il s'appelle Tant mieux. Édition Albin Michel. On va en parler bien évidemment dans quelques instants. Mais il y a une nouvelle rubrique en début d'accueil de l'invité. Ça s'appelle du tac au tac, Amélie. Je vous pose plein de questions dans tous les sens. Vous avez droit à un joker. Et le but, c'est évidemment de répondre sincèrement, mais vous l'êtes, donc aucun doute. Et le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Le chrono va démarrer. Attention, il y a une barre marquée du tac au tac. Enfin, on a bien fait les choses quand même. On y va, c'est parti, Amélie. Quand un de vos nouveaux livres sort, c'est l'angoisse assurée ou une décontraction assumée? Angoisse assurée. Votre plus grosse gaffe dans la vie, c'était quand ou quoi? Tous les jours. Le don de la nature que vous auriez rêvé d'avoir? Voler. Ah, voler, comme ça. Combien de grands amours dans la vie avez-vous eu? Vécu. Vécu, oui. Oh, 3. Des 7 péchés capitaux, lequel prend le plus de place chez vous? La gourmandise. Une mauvaise critique d'un de vos livres provoque quoi en vous? Je pense à ma grand-mère, je me dis que c'est pas grand-chose. Donc vous relativisez. Je relativise. Quel défaut n'aimez-vous pas en vous? Il y en a tellement, aucun. Je ne supporte aucun. Votre plus grande qualité? La curiosité. Votre juron favori? Foutre ciel. Il y a quoi après la mort, selon vous? Je ne sais pas, mais ça m'a l'air très intéressant. Que pouvez-vous me dire que vous n'avez jamais dit en interview? Que tout va bien. Merci d'avoir joué le jeu. Merci. Votre juron, redites-le-moi, s'il vous plaît. Foutre ciel. Alors ça, franchement, à mon avis... C'est la classe. Voilà, même dans le juron, Amélie, Nos tombes et classe. Merci d'avoir joué le jeu. Votre livre, votre roman s'intitule donc Tant mieux chez Albin Michel. Ça démarre comme un conte qui fait peur. On va planter le décor, s'il vous plaît, Amélie. Nous sommes en 1942. Adrienne, une petite fille de 4 ans et demi, va passer ses vacances à Gand, en Belgique, chez sa grand-mère maternelle, sa bonne maman. Et alors là, c'est un enfer pour cette petite fille. Oui, et c'est authentique. Hein. Donc, cette petite fille qui est Adrienne, qui est en vérité ma mère, Votre maman. passait ses vacances chez sa grand-mère maternelle, qui était une véritable sadique. Sorcière. Elle était seule avec cette vieille dame qui lui faisait manger au petit déjeuner des harengs au vinaigre avec un grand bol de café au lait. Bon, réaction immédiate, la petite fille vomit. Elle est condamnée à manger son vomi qu'elle revomit et elle doit le remanger jusqu'à ce qu'elle ne le vomisse plus. C'est là que la petite fille de 4 ans comprend que personne ne va venir la sauver et qu'il faut qu'elle trouve une formule magique pour s'en sortir. Et elle la trouve, la formule magique, c'est tant mieux. C'est-à-dire, tant mieux. C'est-à-dire, tout va mal, mais on va décider que tout va bien, parce que si on ne décide pas que tout va bien, eh bien, on ne va pas s'en sortir. Et c'est ce qu'elle fait, et c'est ce qu'elle fait tout au long de son enfance, qui est une enfance mais cataclysmique, et elle s'en sort très bien. Oui, en s'accrochant durant ces fameux épisodes de vacances, notamment à Maïzena, qui devient son amie et qu'on découvrira On ne va pas dire ce que c'est dans le livre. D'accord, Je dis rien. Pour laisser le lecteur Je dis découvrir qui est rien, Maïzena. je dis rien. Exactement. Pourquoi elle était aussi épouvantable, votre grand-mère? Alors, écoutez, je ne peux pas tout savoir, mais je crois qu'à l'époque, c'était beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Donc, ma grand-mère maternelle était en effet un monstre. Elle était serial killer de chats. Je ne compte pas le nombre de chats qui, entre 1942 et 1985, ont été dégommés par ma grand-mère à Bruxelles. C'est vrai que quand on lit ça, on dit mais c'est épouvantable. Elle tuait des chats, mais voilà, on ne va pas dire pourquoi, parce qu'il faut peut-être laisser le... Il faut expliquer pourquoi. En effet, le livre explique la raison de cette haine absolument paroxystique envers les chats. Et ce qui est très beau chez ma mère, justement, c'est que ma mère a aimé sa mère jusqu'au bout, en sachant que sa mère était un monstre. Elle le voyait, elle n'avait aucun doute sur la nature de sa mère. Et dans la philosophie du tant mieux, il y avait qu'elle allait aimer sa mère jusqu'au bout. C'est la première fois, il me semble, Amélie, que vous écrivez à la première personne à un moment du livre, à la fin du livre, ça on peut le dire, parce qu'on marche sur des œufs, j'aime pas quand on raconte trop de choses, et en même temps c'est tellement important, c'est une déclaration d'amour à votre maman. C'est une déclaration d'amour à ma mère, et j'explique aussi comment ce livre m'est venu. Ma mère est morte il y a 1 an et demi, j'ai été incapable de dire que ma mère était morte. Quand mon père est mort, je l'ai fait savoir à tout le monde. Quand ma mère est morte, les mots ne sortaient pas de ma bouche. C'est-à-dire que, pardon, à vos très proches, ils le savaient, mais personne, dans un entourage plus loin, ne le savait. Personne ne le savait. Je mentais. Ça va. Quand on me demandait comment va votre mère, je suis désolée, je n'avais pas d'autre choix que de mentir. Je disais, oh, mais ça va très bien. À un moment, je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir continuer comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc, j'ai écrit ce livre pour bien des raisons, mais aussi pour pouvoir enfin dire que ma mère était morte. Pour vous réparer, en quelque sorte aussi. Alors, malheureusement, s'il suffisait d'un livre pour se réparer d'une telle perte,
mais au moins pour m'accoutumer à en parler. Ouais. C'est déjà quelque chose de dire, voilà, je suis orpheline, c'est fait. Je sais que c'est le sort de tout un chacun, mais c'est aussi l'étape la plus difficile Et de je la parle vie. aussi de réparation, mais vous dites dans le livre que souvent les lecteurs vous renvoient une image de votre maman en lisant vos livres qui Oui. n'est pas forcément celle que C'est une chose que que vous vouliez partager. oui, les gens, tout le monde a compris que j'aimais profondément mon père et tout le monde a eu raison. Mais bizarrement, je me suis aperçue que beaucoup de gens croyaient que je n'aimais pas ma mère, que ça se passait mal avec ma mère. Donc j'ai voulu clarifier la situation. Ma mère était certainement une femme hors norme, mais entre elle et moi, mais c'était l'amour absolu. Déconcertante, hein, je crois. Que vous Déconcertante, utilisez très ce mot. déconcertante, parce que, enfin, voilà, si vous lisez le livre, vous voyez que cette femme, on savait littéralement jamais à quoi s'attendre. C'est ça. Mais c'était génial. Comment expliquer que lorsque vous évoquiez votre père dans vos livres, vous le nommiez par son vrai prénom et pas votre mère, vous prenez un nom d'emprunt? C'est étrange quand même. Parce que Adrienne, ouais. je sens que tout ce qui se passe du côté de ma famille maternelle est tellement grave que je ne peux pas vraiment nommer les gens. Dans ma famille paternelle, j'ai rien à cacher, donc je peux tout assumer. Et même, je Ah oui. peux faire parler mon père à la première personne du singulier parce que je lui ressemble tellement qu'il m'est très facile de parler en son nom. Tandis que tout ce qui vient de ma mère est pour moi très mystérieux et très ténébreux, donc d'où l'incapacité de parler à la première personne du singulier et la nécessité de changer les noms des personnages. Quel regard portait-elle sur votre carrière? Oh, ma mère était complètement fan de tout ce que je faisais. D'ailleurs, je cite dans le livre une de ses répliques les plus géniales, qui prouve que c'était quand même une sacrée bonne femme. Quand toute la famille, à mes débuts, la famille est venue dire à mes parents « Oh, mais ça ne va pas du tout, votre fille écrit des livres épouvantables, mais vous êtes priés de la remettre dans le rang », mon père réagit très digne en disant « Non, moi je suis pour la liberté d'expression, je ne ferai rien ». Et ma mère dit cette chose géniale « Oh, mais je vous comprends, personne ne voudrait avoir un Caravage chez soi. » C'est une réplique. À la fois, c'est me faire le plus beau compliment du monde, et à la fois, c'est dire aux gens « Mais je vous comprends, c'est génial ». Il y a aussi un thème un peu tabou, Amélie, dans votre livre, c'est l'injustice face à la mort. Vous dites que votre papa est décédé avec toutes ses facultés, votre maman ne les avait plus, Oui. et ça, on ne peut rien y faire. Ça, on ne peut rien y faire. La sensation que ma mère a raté sa mort, c'est pour une très grande blessure pour moi. Mon père est mort de façon éblouissante. Et ma mère s'est complètement écrasée à ce moment-là. Et j'essaie, bien sûr, je ne peux pas y arriver, j'essaie quand même de réparer ça, de lui rendre justice en montrant quelle femme elle a été. Est-ce que vous croyez aux signes envoyés par les défunts? Mais je suis forcée d'y croire, j'en reçois tellement. Alors, ça ne veut pas dire que je sais ce que c'est que la mort, je ne suis pas plus éclairée que n'importe qui sur la question, mais je reçois trop de signes des morts pour ne pas y croire. Alors, les gens se disent à cet instant, mais quel type de signe vous recevez? C'est que ça peut être quoi, Amélie? Alors, quand c'était avec mon père, c'était de la conversation pure et simple, mais vraiment de la conversation. Avec ma mère, c'est beaucoup plus compliqué. Elle ne parle pas, elle envoie des signes, des odeurs, des injonctions, c'est très étrange. Découvrez le livre d'Amélie Nothomb, Tant mieux, édition Albin Michel, c'est déjà un best-seller.